Bonjour et bienvenue. Nous allons vous présenter une étude sur la résilience. Mais savez-vous ce qu'est la résilience? Nous allons voir ça tout de suite. Résilience. Si je vois le mot résilier dedans, ou c'est peut-être le temps ou... Non. Alors là, j'en ai entendu parler, mais vous dire exactement ce que c'est, je ne sais pas. Je l'ai déjà entendu, mais Comment on peut dire ça? Ça, c'est la fin. je pourrais pas vous le dire. J'étais un mauvais élève. Dans la vie, la résilience, c'est l'art de rebondir après une difficulté. Nous retrouvons désormais Boris Cyrulnik, éminent psychiatre et psychanalyste français. Bonjour Boris. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Dites-moi Boris, en quoi pensez-vous que l'école puisse jouer un rôle prépondérant vis-à-vis de la résilience? Dans les beaux quartiers, l'école est un reproducteur social. Et dans les faibles quartiers aussi, sauf si les parents encouragent leurs enfants, ce qui se passe contrairement à ce qu'on dit. Pour beaucoup d'enfants d'immigrés, s'intègrent pas si mal que ça. Ils s'intègrent comme les classes moyennes, les filles surtout, parce que les filles sont plus stables et plus précoces que les garçons. Donc l'école, elle profite mieux de l'école que les garçons. Alors, on constate que l'école est un facteur de résilience quand l'enfant peut trouver à l'école un facteur affectif. C'est-à-dire, c'est pas dès l'instant où un prof, un seul prof, un copain, et parfois un seul prof, sert à l'enfant malheureux, dès l'instant où l'enfant trouve à l'école un modèle d'identification, un prof ou un copain, hop, il peut s'arracher au milieu qui le rend malheureux, et ce prof sert de tuteur de résilience. Et quand on parle avec les enfants, on a fait, c'est mon ami Pourtois qui est dans ce livre, qui a dirigé ce livre. En Belgique, il y a la Wallonie est en catastrophe économique et catastrophe culturelle, alors qu'avant-guerre, ils étaient riches. Il y avait des mines, il y avait une industrie, ils étaient très riches, et tout d'un coup, ils se devenaient très pauvres. Et il y a une déritualisation parce que les parents sont malheureux. Les parents sont pauvres, ils sont malheureux, et il y a une déritualisation familiale, donc il y a une très grande violence. Et puis l'école n'est pas investie, c'est-à-dire que les enfants sont mauvais à l'école. Et Pourtois a choisi une population de 30 enfants qui, dans des quartiers difficiles, ont quand même été très bons à l'école. Et quand il interroge ses enfants, tous les enfants disent, c'est parce que j'ai rencontré monsieur machin, madame truc, qui m'a donné l'envie d'être bon en anglais, qui m'a donné l'envie. Alors ensuite, il téléphone, ou il rencontre monsieur machin, madame truc. Vous vous rappelez le petit Claude, vaguement? Vous savez, maintenant, il a fait le Polytechnique, il travaille bien. Ah oui, les profs ne se rendent pas compte à quel point ils ont servi de tuteur de résilience à l'enfant. Et presque tous ces enfants interrogés, et quand je l'ai fait à l'université à Toulon, j'ai eu la même réponse. Est-ce que vous avez rencontré un prof qui vous a donné envie? Tous m'ont répondu oui, et le prof ne le savait pas. Le prof ne s'en rendait pas compte. Donc ces enfants-là se servent de l'école pour déclencher un facteur d'identification qu'ils n'ont pas chez eux, et c'est déclenché par une relation affective, pas instructive, affective dont le prof n'a pas conscience. Et l'enfant, pour plaire au prof, pour établir une relation avec le prof, travaille bien. Les profs ont une fonction d'instruction, qui sont payés pour ça, leur contrat social, c'est ça, mais ils ont aussi, sans le savoir, à leur insu, une fonction d'identification. Intéressons-nous désormais à cette vidéo issue de la conférence de presse de Boris Cyrulnik, où il nous explique les origines de la résilience. Le concept de résilience qui est né aux États-Unis, c'est Amy Werner, c'est une psychologue américaine qui l'a proposé comme métaphore d'un étonnement. C'est-à-dire que dans des conditions où, à Hawaï, où aucun enfant n'aurait dû s'en sortir, où il aurait été logique qu'aucun enfant ne s'en sorte, 28% de ces enfants avaient appris à lire et à écrire sans école, avaient appris un métier, avaient fondé un foyer, et quand Amy Werner parlait avec ces jeunes gens et leur faisait passer des tests et des examens, des entretiens semi-structurés, elle était stupéfaite de voir que
ils n'étaient pas si mal développés que ça, alors que logiquement, ils auraient dû tous être fracassés. Donc l'aventure est partie de cet étonnement. Enfin, il y avait quand même 72% des enfants qui ne s'étaient pas épanouis. Ça, c'est logique. Il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas d'école, il n'y avait que de la violence. Nous accueillons désormais M. Danvelo, qui va nous donner les caractéristiques de la résilience. Oh, vous pouvez m'appeler Guy. Donc la définition est très simple. Donc faut reprendre un nouveau développement après une agonie psychique. Donc il ne peut pas y avoir de définition plus simple. J'ai été KO par la guerre, par une agression, par un malheur social, par une catastrophe naturelle. Un malheur m'est arrivé, j'ai été KO. Donc KO, je ne peux plus penser, je ne comprends pas, je ne peux plus penser. Donc est-ce que je suis mort, est-ce que je suis vivant, je ne sais pas. Donc si on laisse les gens comme ça, c'est le syndrome psychotraumatique. Donc si on l'entoure, on peut déclencher un processus de résilience. Donc, mais parfois le processus de résilience se déclenche très vite et très bien. Donc, parfois on a du mal et parfois il vient et il ne tient pas. Donc alors s'il se déclenche très vite et très bien, il y a 3 chapitres. Donc avant, pendant et après. Donc avant le trauma, il y a 2 mots. Donc avant le trauma, quand vous étiez enfant, est-ce que vos parents vous ont donné un attachement sécure, donc c'est-à-dire une confiance en eux, c'est-à-dire qu'au moment du malheur, vous souffrez et vous avez besoin d'une aide et eux ils sont là pour vous. Donc premier facteur, attachement sécure, et deuxième facteur, la mentalisation. Est-ce que je suis capable de mentaliser? Est-ce que je suis capable de me faire un film, un théâtre de moi pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé? Donc avec ces 2 mots, vous avez acquis les facteurs de la résilience, donc que vous allez exploiter ou pas exploiter, mais vous avez en vous les facteurs de cette résilience. Donc pendant, donc si l'agresseur est externe comme à la guerre par exemple, c'est difficile, on est blessé, on souffre, mais la plupart du temps, l'agresseur est proche. Donc c'est-à-dire que l'agression, j'ai l'agression physique, l'agression culturelle, et j'ai en plus la trahison. Donc j'ai été agressé par quelqu'un dont j'attendais la protection. Donc la résilience là est encore beaucoup plus difficile. Donc pour l'après, 2 mots encore, donc soutien et sens. Donc soutien depuis le moment où j'ai été KO, et puis quelqu'un s'est approché de moi, j'étais plus seul. Donc on a bu une bonne bière, on a parlé de choses d'une grande banalité, on a dit des mots d'une grande banalité. Donc j'étais plus seul. Donc petit à petit, cette personne m'a été familière et je lui ai raconté ce qui m'était arrivé, d'où s'est installée une situation de confiance avec cette personne. Donc le chemin de la résilience est très simple à dire. On constate que lorsqu'on fait vivre ces 3 temps, on déclenche le processus de résilience donc chez beaucoup de gens. Voilà. En gros, c'est ça. En tout cas, on vous remercie Guy d'être venu sur notre plateau. Et tout de suite, avant de rendre l'antenne, nous livrons un dernier reportage sur les risques de corrosion dus au pecq-vaisselle et ses dangers. Merci.